Bienvenue dans Commotion et Sport de haut niveau, votre série de podcasts de l'INSEP dédiée à mieux comprendre la commotion cérébrale et ses enjeux dans le monde du sport de haut niveau. Dans chaque épisode, plongez dans un échange authentique entre un professionnel de santé et un athlète ayant vécu une ou plusieurs commotions. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Wolfhard, masseur kinésithérapeute, et Charlotte Tremble, nageuse artistique à l'INSEP. Ensemble, ils aborderont les symptômes, les défis de la gestion des commotions, pourquoi il est essentiel d'en parler et les étapes clés d'une prise en charge adaptée. Parce que préserver la santé, c'est aussi garantir la performance. Salut Charlotte. Salut Fabien. Comment ça va aujourd'hui ? Bien et toi ? Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie ? Moi c'est Charlotte Tremble, je suis en équipe de France de natation artistique et je suis aussi en école d'ingénieur aéronautique. Est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès ? Ouais, récemment avec l'équipe, on a eu une médaille de bronze aux derniers Jeux européens, ainsi que le titre, donc la médaille d'or, et également une 5e place aux derniers mondiaux. Alors, aujourd'hui, on t'a invité pour parler de commotion cérébrale. Est-ce que tu peux nous parler de ta première commotion cérébrale ? Si tu en as fait d'autres, tu nous expliqueras la suite par après. Ouais, ma première commotion, ça a été en décembre 2019. Donc, ça a été un peu un choc pour tout le monde parce que c'était la première dans notre équipe et sur le pôle de nat synchro. Donc, on s'y attendait pas, on savait pas trop quoi faire. Et après, j'en ai une deuxième en janvier 2023. Donc là, ça a été mieux pris en charge directement. On savait vers qui se tourner et tout le protocole à mettre en place après. Est-ce que tu as très vite compris que c'était une commotion cérébrale ou il t'a fallu du temps pour le comprendre ou tu as été orienté par les médecins ? Explique-nous un peu le cheminement pour arriver jusqu'au diagnostic de la commotion cérébrale. Moi, ma première commo, ça a été sur un accident de portée. Donc, il y a déjà, on s'est cogné la tête avec 2 filles sur un porté en dehors de l'eau. Et l'autre fille est tombée, s'est évanouie dans l'eau, donc on a dû aller la chercher. Moi, j'ai eu un flash blanc. Je voyais tout blanc dans l'eau. Je me rappelle pas du choc. Et donc là, on a su que c'était grave. Déjà, aussi le choc des filles d'aller chercher quelqu'un au fond de l'eau, c'est pas forcément évident. Et moi, je savais que ma vision, c'était pas normal de voir tout blanc. Donc, on a direct été au médical. Ce qui est pratique à l'INSEP, c'est que dès qu'on a un problème, on va vite dans le pôle médical. Et je me suis rendu compte que c'était chaud quand j'avais 0 souvenir, que je me sentais vaseuse, je me sentais pas normale et que je savais même pas où ça avait tapé au final. On était dans la salle d'attente, on se disait mais mince, où est-ce qu'on a tapé ? On essayait de trouver nos bosses. Et quand on a fait le test de commotion et que j'arrivais même pas à retenir 3 mots, j'étais en mode ah ouais, c'est chaud. C'est là où je me suis rendu compte que c'était pas normal. Là, il y a eu une perte de connaissance, en tout cas de ta partenaire. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu de perte de connaissance ? Je pense pas. Je pense qu'on n'aurait pas pris le truc aussi rapidement, parce que là, ça a fait vraiment un choc pour tout le monde. Donc, on s'est dit, OK, on va vite aller au médical. Moi, je pense que j'aurais peut-être pu continuer l'entraînement et y aller seulement après, parce que c'est pas normal de voir un flash blanc à l'entraînement. Mais après, je sais pas, c'était quand même il y a longtemps, mais je pense que quand même, le fait d'aller chercher quelqu'un au fond de l'eau, c'est un choc assez gros pour pouvoir directement aller au médecin. Sur cette commotion cérébrale, comment a été mise en place la prise en charge de cette commotion ? Tu nous parles du fait que tu as été voir le médecin. Qu'est-ce qui en a découlé par la suite ? Le médecin nous a dit que c'était arrêt. Forcément, on devait être surveillé parce qu'on nous a dit que c'était quand même pas grave, mais quand même fallait se faire surveiller. Forcément tout le protocole, pas d'écran, pas de stimulation intellectuelle. Donc nous c'était tout nouveau pour nous. Et par contre on nous a pas donné de protocole après. On nous a dit faut faire un petit peu de vélo après au bout de X temps. Si vous avez des symptômes, faut pas trop continuer. Mais on nous a pas vraiment donné un protocole précis. Donc on a un peu retourné à l'entraînement en sachant pas trop quoi faire. Et après encore une fois je me suis tournée vers mon kiné qui a fait une formation sur les commotions cérébrales qui a pu nous aiguiller par la suite. Même les coachs, parce ils étaient pas forcément formés à ça non plus, vu que ça arrivait pas dans notre sport. Donc, on a un peu appris sur le tas sur la première commo. D'accord. Pour préciser un peu, tu nous disais qu'il fallait être suivi dans ne pas rester seul au départ. Est-ce qu'on vous a donné un temps à peu près ? Alors, tu nous expliques qu'il faut ne pas rester seul, mais tu nous as pas vraiment donné de délai, juste pour avoir une idée sur les délais de... Il me semble que c'était au moins la première nuit, et puis faire attention sur 48 heures, okay. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Après... Ouais, c'était il y a quand même longtemps la première, mais je pense que c'était ça. Ok. Est-ce que du coup, tu penses que cette prise en charge de cette première commotion a été optimale pour toi ? Et sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place ?
Honnêtement, la première, je pense pas que ça a été une prise en charge au max. Comme ce que je disais tout à l'heure, on a un peu appris sur le tas. Après, je compare surtout à la deuxième où au final, j'ai été prise super bien. On a vraiment fait un calendrier avec toutes les étapes et toutes les steps un peu à faire avant de passer au step supérieur. Donc, je pense que ça aurait pu être mieux fait sur la première dans le sens où il fallait nous donner un cadre et vraiment des étapes à franchir en mode ce palier-là, si t'as pas de symptômes, tu peux passer à ce palier-là, adapté à notre sport. Parce que ça aussi, nous, on est aquatique et on donnait des choses à faire en dehors de l'eau, alors que c'est des choses qu'on fait pas forcément habituellement. Donc, c'était pas non plus adapté pour nous savoir si notre reprise était optimale. Comment ton entourage sportif, familial, a réagi suite à ta première commotion? Est-ce que tout le monde l'a su déjà? Et puis sinon, explique-nous un petit peu comment ils ont réagi. Déjà, tout le monde l'a su. C'était pas un secret. C'était pas un secret. Ouais, c'est super important d'en parler. Pour moi, ça a été très important d'en parler à mes proches. Parce que déjà, j'étais sous choc. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Je savais qu'il y avait éventuellement un risque parce que les acrobaties, ça peut toujours être dangereux. Mais je pensais pas que ça allait m'arriver. C'était jamais arrivé avant. Pourquoi sur moi? Et en plus, moi, j'étais interne à l'INSEP. Donc, pas d'écran, pas de lecture, pas de stimulation. Vraiment, je m'ennuyais. Donc, du coup, mes parents m'ont ramené... mon copain m'a ramené chez mes parents. Et du coup, j'ai pu être accompagnée, être avec des personnes et puis même eux les rassurer parce que savoir que leur enfant a un problème cérébral, mais un choc, c'est pas commun et ça peut être dur aussi pour eux. Du coup, t'as l'impression aussi que ça a augmenté un peu la pression que t'avais sur toi, ou en tout cas, en plus de toi, t'as dû gérer aussi potentiellement ton entourage. C'est plutôt comme ça que tu l'as vécu, ou c'était plutôt un soutien de la part de ton entourage? Je l'ai pas du tout senti comme une pression. Au contraire, je me sentais rassurée d'être avec eux parce que j'étais dans mon cadre familial habituel. Et eux étaient pas plus stressés que ça. Ils étaient plus rassurés de me voir et en mode ok, tu vas pas t'ennuyer toute seule dans ta petite chambre. Ils savaient aussi qu'ils pouvaient me surveiller parce qu'on nous avait bien dit de faire attention les premières nuits. Donc c'était aussi rassurant pour eux que je sois pas toute seule. Et même pour moi au final. Donc ça a plus été un soutien en mode c'est un peu l'inconnu pour tout le monde, mais on est là ensemble et on y va quoi. Du coup, l'entourage médical vous a rassuré aussi, ça n'était pas, disons, catastrophisant comme situation? Non, du tout. Okay. Moi, c'était Philippe Levent qui m'avait suivi et il nous avait donné les consignes de se faire surveiller les premières 48 heures, tout ça, mais pas en mode attention, ça m'a pas traumatisé. Je me suis juste dit, ok, il faut faire gaffe, mais j'avais pas peur. Ok. Je voulais revenir sur un point particulier, c'est que on se pose la question comment ça se fait qu'en synchro on peut avoir des commotions cérébrales. C'est pas forcément le sport auquel on pense en premier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui peut se passer, quels sont les risques liés à la synchro des commotions cérébrales? C'est vrai que ça on nous le dit souvent parce que quand on a un sport aquatique, on comprend pas qu'il y ait des chocs, mais déjà on nage très serré, donc on peut facilement se donner des coups de genoux, des coups de pied. Ça peut être j'ai eu des petites fractures à cause de ça. Et en gros, nous, le plus gros risque, c'est les acrobaties. Donc, on peut éjecter une fille à 2, 3, voire plus de mètres en-dessus de la surface. Donc, quand elle retombe, faire attention à pas être en dessous. Et des fois, il y a des accidents parce que ça va pas dans le bon endroit. Et là, ça peut faire très mal. Ou il y a tout un système de piliers, un peu comme dans le cirque au final. Et 6 filles éjectent un pilier avec une fille au-dessus. Et là, encore une fois, si la voltigeuse retombe mal... c'est là où il y a des accidents. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait mes commotions. Ton cas en particulier, au sein du service médical, nous a fait aussi réfléchir. Ta première commotion était il y a maintenant 5 ans. Ouais. Depuis, on a essayé de construire, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette médiatisation autour de la commotion cérébrale, c'est qu'on a essayé de construire des protocoles de reprise qui sont spécifiques à chaque sport. Et votre cas particulier est très parlant parce que la synchro, justement, c'est très spécifique. Et refaire des protocoles, des pyramides de reprise, finalement, on sait le faire. En tout cas, c'est décrit potentiellement sur des sports qui sont pas forcément aquatiques. Et du coup, il faut réussir à le transposer, par exemple, pour votre sport. C'est ce qui a été mis en place depuis ces 5 dernières années. Oh. Voilà. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Moi, j'ai pu expérimenter cette avancée, du coup, parce que sur ma deuxième commotion, j'ai eu cette pyramide spécifique à mon sport où c'était adapté dans l'eau sur des séances de natation. Où moi je me sentais à l'aise. C'était pas des choses c'était des choses que justement que je faisais d'habitude, contrairement à courir sur un tapis que je fais jamais. C'est pas spécifique pour moi.
Donc là, j'ai vraiment senti une diff et même moi, ça me donnait un protocole. J'avais des étapes aussi. Donc, c'était frustrant quand j'y arrivais pas parce que j'avais encore des symptômes. Mais d'un côté, j'avais des étapes et je pouvais me projeter aussi directement dans ma reprise. Le fait d'avoir un cadre comme ça qui te validait étape par étape, ça te permettait de franchir ces paliers. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis même, ça donne un objectif et ça donne... ça donne un cadre, mais c'est surtout qu'on voit une avancée, ou pas des fois, mais ça rassure. Enfin, je me sentais vachement entourée et en même temps, ça m'aidait à me projeter aussi pour ma reprise et pas me dire, mince, je reprendrai jamais, j'y arriverai pas. Et t'avais ce besoin de gradation de la difficulté finalement. Alors, la pyramide fonctionne de cette sorte-là. C'est-à-dire que on passe des étapes en validant des acquis et en vérifiant que les symptômes n'augmente pas, voire reste en dessous du déclenchement des symptômes pour pouvoir passer jusqu'à la reprise de la discipline normale. Ouais. Après, ça faisait un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Ouais. Ça fait un peu cette... Tu passes des niveaux. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va parler de la nouvelle commotion et la dernière commotion que tu as faite. Comment c'est arrivé? Est-ce que tu t'y attendais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma deuxième, ça a encore été un accident de portée pour le coup, mais ça n'a pas été un gros choc comme la première où j'ai eu un flash blanc. Là, c'était plusieurs moyens chocs, on va dire. Et je me sentais pas bien. Et en fait, ça, on l'a détecté facilement 2 jours après, où je me suis dit, avec mes coachs et ma sœur, du coup, qui ont l'habitude de me voir, là, c'est pas normal mon comportement. Et mes sensations, d'avoir toujours mal à la tête, de me sentir vaseuse, de me sentir à côté de moi. Et là, ça fait... un peu la sonnette d'alarme, donc j'ai été au médical, on a fait tout le protocole et là on s'est rendu compte que c'était pas normal. Ok, sur ton comportement justement, tu parlais d'un changement de comportement. Qu'est-ce qui a sensibilisé ta sœur et tes entraîneurs? Elle voyait que j'étais pas pareil que d'habitude, que je nageais pas de la même manière non plus. Ma sœur, en dehors de l'entraînement, me disait Charlotte, je te reconnais pas trop. Enfin, c'est bizarre. Et c'est là où ça a lancé un peu des sonnettes d'alarme pour tout le monde. Et puis même le fait que j'ai encore mal à la tête après les chocs. Enfin, c'est aussi un peu particulier pour moi parce que j'ai souvent des maux de tête et je suis migraineuse. Du coup, faut arriver aussi à dissocier un peu mon problème de base et les chocs. Et là, comme ça faisait quand même bien 1 à 2 journées que j'avais mal au crâne et je me sentais bizarre, là, ça fait un peu un signal d'alarme pour tout le monde. Ouais, tu parles d'un point super important, c'est que quand on a déjà subi une commotion et qu'on a des symptômes qui reviennent, c'est difficile de faire la part des choses entre des symptômes qui pourraient être courants, de la fatigue par exemple. Quand on est sportif de haut niveau, on s'entraîne beaucoup et forcément il y a de la fatigue. En synchro, vous entraînez énormément et donc voilà, il y a ce cadre-là qui rentre en jeu. On sait pas trop si c'est lié à la commotion ou pas. Et puis après, par exemple, voilà, t'es migraineuse, on peut pas tout mettre sur le dos de la commotion. Donc c'est dur de trouver cet équilibre-là et de percevoir que c'est bien lié à ça. Et puis pareil, ce qui était intéressant aussi dans ton retour, c'est le fait que même ta famille proche et ton entraîneur qui te côtoie au quotidien, ils voient qu'il y a un truc particulier, bizarre, mais c'est difficile de mettre un mot, difficile de préciser réellement ce qui est différent par rapport à d'habitude. Donc encore une fois, ça révèle quelque chose d'assez particulier dans l'analyse des symptômes. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur... Tu nous as parlé que c'était de nouveau un accident de portée. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? En gros, on était en stage de portée, donc on essayait énormément de choses. Et quand on essaye, il y a souvent ça rate. Ça réussit pas forcément toujours du premier coup. Sauf que des fois, les conséquences, quand ça rate, c'est que directement, on se prend un coup dans la tête ou la fixée nous retombe dessus. Et après, on a quand même des réflexes, mais des fois, on se rend pas compte que ça tape fort. Et là, c'était quand même, on faisait 7-8 heures de portée. Enfin, je me rappelle même plus en fait comment c'était les entraînements, mais on faisait quand même des grosses charges de portée, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire non plus. Donc, en fait, tout était un peu dans des situations où c'était nouveau et ça arrive très très vite. Et encore une fois, c'était pas un choc, c'était vraiment plusieurs chocs où, je me suis pas moi-même rendu compte à l'entraînement. Je me suis dit, ah là, c'est chaud. D'accord. Et dans cette pyramide de portée, où est-ce que tu étais placé à ce moment-là? Parce que peut-être que c'était pas au même endroit que la première commotion, t'étais pas placé dans la pyramide au même endroit. La première commotion, j'étais porteuse et je me suis pris les 2 filles qui portaient du coup, alors que là, moi, j'étais pilier, donc c'est-à-dire que je portais la voltigeuse. Donc au final, dès que la voltigeuse tombe, elle retombe principalement sur moi. Et donc c'est peut-être ça aussi qui a changé par rapport à la première. Ok. Justement, dans le cas particulier de la synchro, est-ce que tu peux nous donner peut-être des postes justement qui sont plus à risque que d'autres?
Le plus gros poste à risque, je pense que c'est la voltigeuse. C'est celle qui prend tous les risques. C'est celle qui est éjectée en l'air, qui fait les acrobaties, qui deux fois retombe les plats de 3 mètres de haut, ça fait mal. Donc elle prend beaucoup de risques. Après il y a mon rôle, pilier du coup. C'est là où dès qu'on va faire des portées ou pas forcément éjecter, mais on va la tenir en équilibre sur nos mains ou des choses comme ça. Si ça glisse ou si ça tombe, c'est directement sur nous. Et puis après, il y a aussi au final le rôle des porteuses en dessous qui voient pas forcément comment tombe la fille. Si elle arrive de 3 mètres au-dessus et qu'on la voit pas, ça fait mal aussi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup des suites de cette nouvelle commotion, comment tu l'as vécue, et puis aussi en particulier sur le plan scolaire, comment tu as vécu cette commotion? On sait que tu fais des études qui sont difficiles. Comment tu as pu gérer les deux? Déjà, ça a encore été un choc, la commotion. Forcément, on s'y attend pas, mais surtout que là, comme on a mis plusieurs jours avant de la déceler, je me suis dit non, pas encore. J'avais vraiment pas envie que ça tombe à ce moment-là, mais du coup, arrêt total de la synchro, arrêt total des cours. Et surtout que janvier, c'est toujours une période de partiels. C'est là où soit on finit les partiels, ou soit on enchaîne directement sur le second semestre. Donc, ça voulait dire beaucoup de retard sur mon plan sportif autant que sur mon plan scolaire. Et après, en plus, la deuxième commotion, moi, j'ai eu plus de mal à revenir. Donc, dès que je passais mes paliers, je réussissais. Et après, celui d'après, je réussissais pas. Donc, je faisais toujours un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et au final, j'ai dû reprendre la synchro. Enfin, j'ai pu reprendre la synchro, mais pas les cours. Parce que c'était trop intense pour moi. Enfin, je pouvais pas reprendre les deux en même temps. Donc, ça m'a pris bien 3 semaines avant de pouvoir remettre les cours en même temps que le sport. Donc, Comment tu as construit justement cette reprise des cours, par exemple, spécifiquement? Déjà, j'ai mis mes priorités. Enfin, il y avait quand même une compétition qui arrivait très vite en synchro et je voulais être dedans forcément. Donc, je me suis dit, ok, pour le moment, ma priorité, c'est la synchro. Les cours, j'arriverai peut-être à rattraper après. Et du coup, j'ai repris les entraînements. Forcément, j'ai pas repris 6 à 8 heures directement. On a fait des entraînements adaptés où je pouvais rester des fois au bord du bassin, des fois non pour me reposer. Et quand je me sentais prête, et aussi avec l'accord du médical forcément, on a repris un petit peu les cours et je savais que si j'y allais et que je me sentais pas bien, je pouvais rentrer, partir. J'avais prévenu mes profs. Donc c'était toujours dans j'y vais, j'essaye et si jamais j'ai des symptômes ou si je me sens pas bien, on arrête tout et je rentre et je me repose. T'as construit ça d'abord peut-être juste en commençant à retravailler toi dans ta chambre Oui. avec peut-être un temps réduit, puis petit à petit t'es retourné en cours avec des temps de présence en cours de plus en plus longs. Tu peux juste nous décrire ça? Ouais, déjà j'ai commencé à rattraper mes cours, tout mon retard personnellement et là je pouvais facilement savoir. En fait, je faisais un peu les mêmes paliers que à la synchro. Mais versus scolaire. Tes paliers, c'était un temps de travail. Temps et aussi des matières qui étaient plus ou moins dures. Je commençais pas direct par de la physique hardcore. Je commençais un peu par des matières où je me sentais plus à l'aise. Et après, quand je sentais que ça allait, j'augmentais le temps et où je changeais de matière pour savoir si j'arrivais à me concentrer et à être dans les trucs un peu plus durs. Il y a encore un autre paramètre spécifique à la synchro, c'est le temps d'entraînement. On sait que la concentration, ça fait partie des problématiques liées à la commotion. On a du mal à rester concentré longtemps. C'est un sport à risque, par exemple au niveau des portées, et ça c'est très important de rester concentré, surtout quand on est pilier, qu'on a quelqu'un au-dessus de sa tête. Est-ce que tu peux nous dire un mot spécifique justement? Alors, il y a le plan scolaire où on a besoin de cette concentration, dans ton cas c'est très important, et il y a aussi le plan sportif où vous avez 8 heures d'entraînement dans la journée, entre 7 et 8 heures d'entraînement. Comment vous avez géré ce retour à la fois sur la concentration et peut-être même le temps de présence dans l'eau? Alors ça, c'est pas du tout moi qui ai géré. En fait, mes coachs étaient en lien forcément avec le médical, donc que ce soit médecin et kiné. Ils se faisaient souvent des réunions pour savoir comment moi je pouvais revenir à l'entraînement, tout avec, en prenant en compte mes ressentis forcément. Mais du coup, ils ont établi encore une fois que j'ai passé tous mes paliers de pyramide, je pouvais revenir. Ils ont fait aussi des paliers d'heures d'entraînement avec ce que je pouvais faire dedans aussi. Je suis pas revenue directement dans l'équipe, on avait peur que je me prenne un coup. Et moi, je leur ai aussi directement exprimé mes angoisses parce que j'étais stressée de revenir dans l'équipe. Parce que, pareil, j'avais peur de pas tenir la charge d'entraînement.
le temps d'entraînement. Et ça, je l'ai directement exprimé. Donc, les coachs étaient au courant. Et si je me sentais pas bien, si je sentais que je commençais à plus me concentrer ou avoir un petit peu mal à la tête ou peu importe, je leur disais, ou soit je nageais, ou soit je faisais une petite pause. Enfin, c'était vraiment à l'écoute. Donc ça, je suis vraiment contente parce que je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Et je pense aussi que c'est important de l'exprimer à nos entraîneurs, de pas avoir peur de dire que, ok, bah là, pour moi, c'est pas... Enfin, je me sens un peu stressée de revenir. Et comme ça, au moins, ils sont au courant, même s'ils ne font pas forcément quelque chose, au moins, ils sont au courant et on peut mettre en place des choses aussi à côté pour que ça se passe bien. Ok. On sait souvent, dans les commotions, qu'il y a ces appréhensions de reprise. Ouais. Est-ce que tu as eu besoin, ça peut être très souvent orienté sur un suivi psychologique. Est-ce que toi, tu as eu ce besoin-là? Comment ça a été géré pour toi? Moi, j'ai pas eu un suivi avec les psys de l'INSEP, mais j'ai eu le besoin de partager avec mes proches. Donc, j'ai aucun tabou. J'en parlais forcément avec ma sœur qui fait aussi la synchro, mais avec ma famille, mon copain, mes amis, vraiment autour, et même les entraîneurs, même les coéquipières aussi, parce que elles aussi étaient inquiètes pour moi. Donc, j'en ai beaucoup parlé autour, et puis je parlais aussi beaucoup avec le staff médical, donc j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir une psy. Okay. Par contre, je savais que si j'avais ce besoin-là, je pouvais à l'INSEP directement prendre rendez-vous. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti ce besoin de suivi. On parle souvent de blessures invisibles pour la commotion cérébrale. Est-ce que tu as ressenti ça? Parce que quand on a une blessure au genou, à la cheville, c'est visible. La commotion cérébrale, c'est quelque chose pour certains assez abstrait, hein, parce que finalement, si on n'est pas victime de la commotion cérébrale, on ne perçoit pas les symptômes. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Et est-ce que ça a été un frein par rapport à ton entourage, par exemple, ou tes coéquipières qui se sont dit elle n'est pas avec nous, elle a pris juste un coup dans la tête, franchement, elle abuse. Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça. Okay. Au contraire, tout le monde était très inquiet pour moi. Ouais. Enfin, c'était vraiment, j'ai ressenti énormément de soutien dans ma blessure, surtout que c'était ma deuxième, donc on savait déjà que ça pouvait arriver dans notre sport. Et blessure invisible, oui, dans le sens où on voit pas un bleu, et même des fois les symptômes sont un peu abstraits. Enfin, c'est des symptômes où on se sent à côté de soi, on a un peu mal à la tête, on se sent un peu bizarre. Mais c'est pas j'ai une douleur, je la sens, c'est aigu, je peux la spécifier comme ce qu'on a l'habitude avec nos blessures habituelles. Donc même nous, des fois, on sait même pas vraiment identifier nos symptômes quand on a une commotion. Et c'est vraiment que quand il y a le test, et là, c'est pousser le test dans les questions, on se dit ah ouais, en fait, j'ai tout ça, et on voit les chiffres, on se dit ah oui, c'est pas dans mon imagination. Mais c'est vrai que même quand on se reprend un coup dans la tête, des fois, on se fait un check-up directement parce que c'est pas visible. Donc je pense que ça reste toujours un petit peu derrière. Si tu as un message à faire passer à tes coéquipières par rapport à la commotion cérébrale, à leur sensibilisation, qu'est-ce que tu leur donnerais comme message? De pas cacher les symptômes. Parce que même si on n'a pas envie d'avoir une commotion, cacher et repousser le truc, c'est encore pire. Parce qu'au final, c'est pas traité, ça s'allonge, et puis la tête, on en a qu'une. Donc faut faire attention. Tu mets le doigt sur un point précis, tu te dis, on peut perdre du temps. Est-ce que tu penses que le fait de cacher la solution, ou le fait plutôt d'en parler, ça permet de réduire au mieux les délais de reprise? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle? Ou est-ce que tu dis, le fait d'en parler, forcément, ça va allonger un peu le temps, et je préfère faire ça pour mon cerveau, mais au final, je vais perdre du temps? Je pense que si on traite pas directement une blessure, forcément ça va s'allonger, ça peut s'empirer, surtout que on peut se reprendre un choc, et reprendre un choc sur une commo, je pense pas que ce soit forcément bien, tout autant que se concentrer autant. Si on met tout un protocole directement après, pas de concentration, pas d'écran, je pense que c'est pour notre bien. Donc si on fait pas ça directement, il y a moyen que... J'ai pas fait d'études là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen que ça n'aide pas forcément grand-chose. Ouais. Le fait d'avoir une pyramide de reprise où on valide des acquis, ça permet d'y voir plus clair et de pouvoir au mieux s'assurer d'une reprise progressive. Et très certainement, je sais pas ton avis là-dessus, mais ça va réduire les délais de reprise, dans le sens où si on va trop vite, trop loin, on est toujours obligé de repartir en arrière. Donc le fait de construire ces pyramides et le fait d'adapter au mieux au sport, c'est aussi un gain de temps sur la reprise, parce que justement, on peut aller le plus vite possible à la reprise sans danger au sport. Sans danger, c'est le principal au final. Ouais. Si tu as un message à faire passer auprès des staffs,
médicaux ou même des entraîneurs, qu'est-ce que tu donnerais comme spécialisation, comme conseil? C'est dur, tu me pièges là. Ouais. Alors pas forcément. Alors c'est vrai que aussi ici au médical on a travaillé sur le sujet, mais peut-être qu'au sein des équipes de France de natation synchronisée ou auprès des clubs, etc. Peut-être que le message sur la commotion cérébrale il est peut-être moins passé, ou ils ont moins l'habitude peut-être. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Après si t'as pas de spécificité à nous donner, c'est voilà. Moi ce que j'ai trouvé bien c'était que mon staff d'entraîneur et mon staff médical communiquaient énormément et je pense que ça c'est essentiel pour le bien-être de l'athlète, tout en écoutant l'athlète bien évidemment sur ses symptômes, ses peurs et ses ressentis. Je pense que tout le monde forme une équipe et c'est que comme ça que l'athlète arrivera à reprendre correctement et bien dans sa peau, parce que quand on fait une commotion on a forcément des appréhensions après. Moi, on a mis tout un protocole aussi une fois que j'étais guérie pour que je puisse reprendre dans le balai sans me faire mal, pareil pour les porter, pour pas que j'ai d'appréhension. Donc c'était vraiment mettre cette grande équipe qui a fait que je pouvais renager après. Ok, justement, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans ton sport pour prévenir la commotion cérébrale? Est-ce qu'il y a des choses à la fois en compétition, des règles peut-être dans la synchro, voire même des choses qui peuvent être mises en place à l'entraînement pour limiter le risque ou adapter les choses pour limiter le risque de commotion cérébrale? Nous déjà on avait des choses en place, mais au final ça arrive tellement vite les accidents de portée. Nous par exemple on a une longe dans l'eau, donc qui peut retenir la voltigeuse pendant son acrobatie pour pas qu'elle nous retombe dessus. Mais on a trouvé une astuce aussi quand on peut pas forcément utiliser la longe. C'est un casque de rugby dans l'eau vu que c'est en mousse et qu'on peut facilement forcément le mettre dans l'eau, et ça retient quand même pas mal les chocs. Donc moi déjà ça m'a rassurée d'avoir ça, parce que je savais que si je me prenais un choc ça serait moins fort. Et en même temps là maintenant quand on teste de nouvelles acrobaties, parce que notre règlement a changé et maintenant on cherche à faire des acrobaties de plus en plus dangereuses, ça me rassure, et même ça rassure aussi les coéquipières de savoir que si quelqu'un teste quelque chose de dangereux on peut mettre ça. Et ça fait une petite armure. Après, en compétition, je pense qu'on peut rien changer. On travaille tellement nos chorégraphies qu'au final, je pense qu'après, ça devient de moins en moins dangereux, même s'il y a toujours le risque. Mais déjà, ces petites choses-là, c'est rassurant et je pense que ça limite un peu la casse. Tu nous parles du fait qu'il y ait une augmentation de la difficulté et de la potentielle dangerosité des commotions. Peut-être que dans les règles de la synchro, le côté spectaculaire est important, mais la santé des athlètes aussi. Voilà, il faut trouver l'équilibre entre tout ça, et c'est clair que ça facilite pas, ça va pas dans le sens de la limitation des commotions cérébrales. Après, vous mettez en place progressivement les portées, et peut-être que le fait d'être très progressif sur la difficulté des portées ou de la construction des portées, ça permet de limiter les commotions et pas tenter des acrobaties de manière un peu aléatoire comme ça, qui pourrait entraîner plus de risques de chute. On fait des éducatifs, donc on part pas directement sur une acrobatie difficile. On a toute une gamme un petit peu pour arriver à la difficulté la plus haute dans un second temps. Et c'est important parce qu'on peut pas lâcher, c'est comme dans d'autres sports en gym, je pense qu'elle lâche pas la difficulté la plus haute d'un coup. Il y a toute une gamme d'échauffement, donc on a le temps, quand on prend le temps de faire ça, et on est aussi accompagné par nos entraîneurs qui savent ce qu'ils font. On a des entraîneurs spécifiques aussi à l'acrobatie qui viennent du milieu de la gym, donc qui connaissent un peu tout ça. Et on leur fait entièrement confiance, donc ça vaut qu'on y va les yeux fermés avec eux. Ton retour est super intéressant dans le sens où vous avez réussi à construire par rapport à ta commotion le principe d'utilisation d'un casque par exemple. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que vous avez pris en compte la commotion et que du coup vous essayez de mettre en place des choses pour prévenir à l'avenir les risques de commotion. Merci d'avoir écouté cet épisode de Commotion et sport de haut niveau. J'espère que cet échange vous a permis de mieux comprendre les réalités de la commotion cérébrale et les défis qu'elle représente dans le sport de haut niveau. Dans cette série, nous explorerons des expériences issues de sports variés pour mieux comprendre les spécificités de chaque discipline. N'oubliez pas, en parler, c'est déjà agir. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Ensemble, faisons avancer la sensibilisation et les bonnes pratiques. À très bientôt pour un nouvel épisode.